Le mal ne dort jamais. Il patiente. Dans les profondeurs, la pénombre peut tous nous engloutir sous la montagne. Notre ennemi a bien des noms. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre podcast dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je suis ravi d'accueillir à nouveau Sylvain des chaînes YouTube Captain Popcorn et Captain Jeu de Rôle dans l'émission. Salut Sylvain, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va dans l'ensemble, je suis ravi de te retrouver pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Merci pour l'invitation. On avait déjà fait une watchlist ensemble, également sur de la fantasy, également sur une série dispo sur Prime, puisque nous avions discuté de La Roue du Temps à l'occasion de sa saison 2. N'hésitez pas à écouter ce podcast si c'est pas déjà fait et à regarder cette série qu'on vous recommande assez chaudement et qui reviendra d'ailleurs pour une saison 3 probablement en 2025. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir en ta compagnie et 2 ans après sa diffusion sur la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, avant le retour de la série, fin août, le 29 plus précisément, histoire de voir si, à la faveur de notre récent rewatch, nos avis avaient évolué. Je vais pitcher rapidement la série. Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, c'est donc une série fantasy, showrunnée par J.D. Payne et Patrick McKay, développée pour Prime Video et donc produite par Amazon Studios en association avec New Line Cinema, le studio déjà derrière la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Adaptation libre, on va le voir, de l'univers de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien, écrivain qu'on ne présente plus. Principalement issu d'éléments des appendices disponibles dans Le Seigneur des Anneaux, la série se déroule des milliers d'années avant les événements des films de Peter Jackson et décrit l'histoire du second âge de la Terre du Milieu. Un âge où Sauron, personnage maléfique bien connu du grand public maintenant, œuvre à son retour entre ombre et lumière, poursuivi par l'elfe Galadriel, alors que les orques poursuivent leur plan plus au sud, sous les ordres d'un leader mystérieux, que les nains découvrent un minerai mythique et que les hommes et les femmes de l'île de Númenor font face à leur destin. À noter, précision est quand même intéressante puisqu'elle avait fait beaucoup parler à l'époque, qu'Amazon a mis sur la table 465 millions de dollars pour cette première saison, environ donc 60 millions de dollars par épisode, ce qui a fait d'elle en 2022 et qui fait toujours d'elle aujourd'hui la série télévisée la plus chère jamais réalisée. Par comparaison, House of the Dragon c'est 20 millions de dollars par épisode et Stranger Things sur sa fin c'est 30 millions de dollars par épisode quand on parle de séries évidemment fantasy, fantastique ou de science-fiction. Voilà globalement pour un très rapide tour d'horizon de la série. Petit disclaimer, évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, on va spoiler des éléments de cette saison 1, ça fait 2 ans maintenant, on va spoiler certains twists, on va spoiler certains arcs scénaristiques, donc soyez prévenus si vous n'avez pas regardé cette série et que vous souhaitez le faire, peut-être qu'il est encore temps de mettre en pause ce podcast et donc de revenir l'écouter plus tard. Sinon, eh bien, allons-y gaiement, Sylvain. Avant de commencer quand même, je voulais te demander quel était ton rapport à l'univers du Seigneur des Anneaux ? Alors c'est un rapport qui commence dans la fin de l'enfance, le début de l'adolescence. Non, on peut dire la fin de l'enfance parce que, alors je suis pas un gars qui a une mémoire absolument excellente de son passé, de son enfance. Ma compagne se fout de moi de temps en temps pour ça, mais ça fait quand même partie des choses dont je me souviens assez bien a priori. C'était en école primaire encore un grand frère assez classique, ça, le grand frère d'un ami d'école primaire qui qui jouait au jeu de rôle, et j'ai à peu près découvert en même temps l'univers Seigneur des Anneaux, jeu de rôle. Il y avait le Hobbit, le livre Le Hobbit dans la bibliothèque de mon école primaire. Je l'ai lu. Et ensuite, on m'a parlé du Seigneur des Anneaux, donc, et je l'ai vu au fur et à mesure, puisque je suis originaire de Lille. Je me souviens même des couvertures, etc. Des couvertures en papier un peu brillant, un peu qui recouvrait des livres avec une couverture cuir rouge sombre. Et je me suis lancé dans la lecture du Seigneur des Anneaux et j'ai vraiment beaucoup accroché malgré la relative lenteur du début et le style, en tout cas j'ai beaucoup aimé.
Et donc c'est devenu un peu une œuvre fondatrice pour ma propre culture pop, ma découverte de la fantasy, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une œuvre qui a de l'importance. T'es assez au fait de l'univers du Seigneur des Anneaux, j'imagine, enfin de ces différentes périodes. T'abordais la série en connaissant déjà un petit peu le lore et les événements en tout cas dont la série allait pouvoir parler, quoi, j'imagine. Alors oui, outre mes connaissances de base que j'actualise en fonction de ce que je fais. Là par exemple, je m'étais réactualisé, j'avais fait des recherches en amont de la série. En plus, en parallèle sur ma chaîne secondaire que tu as évoqué au début, Captain Jeu de rôle, plus ou moins en parallèle de la série, même si ça durait plus longtemps, bien sûr, j'ai fait une campagne de jeu de rôle où j'étais maître de jeu, et même si c'était j'allais dire au premier âge, en fait c'était plutôt à l'âge des arbres, mais bon donc en gros ouais, je connais pas mal, même si j'ai pas encore tout lu, tout ce qui a été sorti par Christopher Tolkien notamment, le fils, mais j'ai lu pas mal de choses et je connais relativement bien, voilà. Ok. Moi de mon côté, très rapidement, un peu comme toi, début adolescence, je lis la trilogie sur les conseils très probablement d'un cousin et j'apprécie plutôt, mais on va dire que ma flamme pour le Seigneur des Anneaux n'a pas particulièrement été ravivé par cette lecture et ensuite je n'ai pas forcément lu d'autres choses, je crois même pas avoir déjà lu le Hobbit, donc j'ai attaqué la série sans vraiment connaissance de quoi que ce soit, même au niveau du passé de certains personnages, ou en tout cas de ce qu'ils avaient pu faire dans leur vie, notamment Galadriel par exemple, qui pour moi dans la série est vraiment une découverte, puisque je ne la connaissais que à travers les films de Peter Jackson. Enfin, en tout cas, je ne m'en souvenais vraiment que à travers les films de Peter Jackson. Et justement, j'ai aussi envie de te demander, parce que je trouve que c'est quand même aussi important, et ça a été aussi une source d'inspiration, et peut-être même une source de problème pour la série. Quel est ton rapport avec la trilogie donc du Seigneur des Anneaux, mais peut-être aussi avec la trilogie du Hobbit? Mon rapport avec la trilogie Seigneur des Anneaux, c'est que j'ai complètement adoré. J'attendais vraiment avec une grande impatience. Je me souviens que j'étais encore à Lille à l'époque et j'étais allé à la première séance du matin, la sortie de la Communauté de l'Anneau. Et toutes les premières images dans la comté, ça correspondait tellement à mes projections mentales que ça m'a fait pleurer en fait. Ah, okay. Donc ça m'a énormément marqué. Et j'ai adoré, j'aime encore plus, comme beaucoup, les versions longues. Donc pour moi, avec le recul maintenant, depuis quelques temps, il y a quelques petites choses par-ci par-là qui me plaisent moins, ou même déjà à l'époque, le traitement de Gimli, des nains de manière générale, c'était un des ratés, mais j'avais vraiment adoré ces 3 films. Et pour ce qui est de la trilogie du Hobbit, je ne les ai vus qu'une seule fois en cinéma. Au cinéma, il faudrait que je les revoie. En plus, j'ai le Blu-ray, etc. J'étais dans l'ensemble relativement déçu, même s'il y avait des choses réussies. Évidemment, Smaug est excellent, il y a des moments très impressionnants. Mais pour moi, la tonalité est très différente et surtout l'histoire est beaucoup trop étirée pour en faire une trilogie. C'est le principal problème, je pense, pour le Hobbit. Ok, ouais, je me reconnais à 100% dans la description que tu as fait de ta découverte de la trilogie. Enfin, j'avais peut-être moins ce côté vraiment projection. J'attendais vraiment de bons films de fantasy mais sans avoir forcément, comme je le disais, avoir beaucoup de souvenirs de mes lectures. Donc voilà, mais je fais vraiment en effet partie de ces gens qui ont découvert, je pense, les films aussi à la bonne époque. Je fais partie, comme toi, de ces gens qui disent que la version longue est tellement mieux, notamment celle des 2 tours, voilà. Mais donc ça reste des films que j'ai pu revoir d'ailleurs assez récemment au cinéma, puisqu'ils repassaient à Rennes dans le cadre à Rennes, un peu partout dans les cinémas Pathé, et donc à Rennes, notamment avec les 100 ans de la Warner. Voilà quoi. Il y a des petites choses qu'on vieillit, mais ça reste toujours un kiff incroyable de le voir sur le grand écran. Et du côté du Hobbit, pareil, je l'ai pas revu depuis sa sortie ciné.
mais je me souviens quand même que j'avais été, je les déteste pas, et je me souviens que j'avais quand même été assez surpris dans le bon sens de l'espèce de jusqu'au boutisme de la fin, puisque finalement à la fin de cette trilogie où on a quand même appris mine de rien à connaître ces personnages, à les apprécier, bah c'est une fin qui est quand même assez dramatique, et j'avais été assez surpris de ce choix. Enfin en tout cas voilà quoi, il est évidemment encore une fois adapté d'un bouquin que je n'avais pas lu, donc j'ai eu la surprise, mais c'est pas des films que je déteste, et comme toi, je sais que voilà, ils sont disponibles sur les plateformes actuellement, notamment Prime, et j'ai un peu envie quand même de redonner une chance à ces films et de les revoir. En effet, me faire à nouveau une idée sur cette trilogie. Voilà, je pense que c'était important pour que nos auditeuristes aussi sachent un peu d'où on partait, parce que mine de rien, cette série des Anneaux de Pouvoir, elle s'inscrit dans quelque chose, même si ce n'est ni vraiment, enfin ce n'est pas vraiment une préquelle à ces deux trilogies. Pour le grand public, en tout cas, ça reste, je pense, qui s'est imprimé de plus fort dans la rétine en termes d'audiovisuel, évidemment. Ces deux trilogies au cinéma, et il y a eu tout un tas d'artistes, notamment qui ont œuvré à cette série et qui avaient œuvré sur les films, et voilà quoi, je pense qu'il y avait une filiation qu'il était important de faire, et de savoir d'où on part tous les deux vis-à-vis de ça, et comment peut-être ça a eu un écho chez nous ou pas quoi. Avant de rentrer absolument dans le vif du sujet de la saison 1, j'avais aussi envie d'aborder un autre sujet qui me semble être important et qui a accompagné la diffusion, la phase promotionnelle de la saison 1 et la diffusion de cette saison 1, puisque justement dès cette phase de promotion en 2022, on a vu beaucoup de connaisseurs, alors j'ai mis sur mon conducteur ce mot entre guillemets, puisque on va dire que c'est assez large aujourd'hui dans le spectre des gens qui peuvent avoir de la connaissance pour cet univers, et qui ont très vertement critiqué, pour le dire assez poliment, cette adaptation des écrits de Tolkien. Alors faut savoir évidemment, notamment son ancienneté et sa richesse, que l'univers du Seigneur des Anneaux est très populaire, a de multiples strates, du grand public à la sphère universitaire. C'est des écrits qui sont encore aujourd'hui évidemment beaucoup étudié, et la série et cette première saison a été, et est d'ailleurs encore aujourd'hui même, énormément review bombée, hein. On en parlait, on parlait de ce phénomène avec Phobos dans notre précédente watchlist qui était consacrée à The Acolyte, avec aujourd'hui plus de 70% par exemple d'avis négatifs sur Metacritic, une tendance qu'on peut aussi observer par ailleurs sur notre bon vieux Allociné dans une moindre mesure, mais qui est quand même existante. Ça m'a fait un peu tiquer quand même, parce que j'ai été vérifié, et effectivement par exemple c'est une tendance qui n'est pas à ce point notable sur la trilogie du Hobbit par exemple, qui par ailleurs avait été aussi très critiquée par tout un tas de choix qui avaient été faits d'adaptation notamment quoi. Et justement au-delà des choix d'adaptation de la chronologie et du lore propre au Seigneur des Anneaux, dont on parlera dans ce podcast, ce qui revient le plus souvent dans ces commentaires, c'est une écriture et un acting qui sont jugés, on va dire, médiocres, et évidemment une relecture qu'on va dire woke de l'univers du Seigneur des Anneaux. Est-ce que toi, t'as été surpris en phase promotionnelle, dans les premiers temps d'accueil de la série, puis ensuite pendant sa diffusion, de ce mauvais accueil pour une série qui par ailleurs, une franchise pardon, qui par ailleurs est très populaire, et est-ce que toi, de ton point de vue de personne justement qui connaît l'univers du Seigneur des Anneaux dans ses grandes largesses, tu t'as estimé que la série trahissait quelque part un petit peu les écrits de Tolkien ou pas? Alors, est-ce que j'ai été surpris? J'ai été surpris par l'ampleur et la violence du phénomène. Après, avec le recul, est-ce que c'est si étonnant que ça? J'en suis pas convaincu, mais voilà, avec le recul, c'est facile. Mais sur le coup, c'était difficile de prévoir que ce serait aussi intense, aussi haineux. Après, il y a il y a différents. On pourrait sans doute faire une thèse, je pense, sur les réactions extrêmes qu'a suscité la série, parce qu'il y a différents types de personnes qui sont saisies de ça, et ça en dit beaucoup sur l'époque aussi, parce que tu disais qu'on n'avait pas vu ça sur le Hobbit, mais je pense que ça en dit beaucoup sur l'époque actuelle. Et pour défoncer une porte ouverte sur l'impact des réseaux sociaux,
la façon dont les gens sont individuellement de plus en plus l'impression que c'est important de faire savoir au monde ce qu'ils pensent, et d'autant plus quand c'est pour exprimer quelque chose de négatif. Mais et pour ce qui est de est-ce que j'ai trouvé que ça trahissait Qui est un mot un peu fort, hein, mais en gros, oui, mais est-ce que la série reste fidèle à l'imaginaire que Tolkien développait Il y a une citation dont j'ai plus les mots dans l'ordre, donc ça, j'étais en train de chercher pendant, mais adapter, non, c'est ça, adapter, c'est trahir, je crois. Ouais. Alors, par certains aspects, ils ont fait des choix de structure dont on pourra parler en détail, qui me laissent relativement perplexe. Je pense que si moi j'avais dû adapter, mais encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que c'est un travail monstrueux, les gens se rendent pas compte. Si j'avais dû adapter, j'aurais pas forcément a priori fait certains de ces choix, comme le fait de pas respecter l'ordre de création des anneaux, par exemple, parce que les 3 anneaux des elfes sont créés avant les autres dans cette première saison, et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et après, j'avais dédié une vidéo suite à la première saison de House of the Dragon et des Anneaux de Pouvoir. Et c'était pas pour comparer les deux séries, mais pour comparer le processus d'adaptation des deux séries, qui est extrêmement différent parce que on part d'un matériau totalement différent. Parce que le deuxième âge ne bénéficie pas d'un roman comme Le Seigneur des Anneaux pour le troisième âge, ni de tonnes d'informations quand même bien détaillées comme on peut en avoir sur le premier âge grâce au Silmarillion. Et en plus, ils n'ont pas les droits sur le Silmarillion. Comme tu l'as dit en préambule, c'est sur les annexes notamment, donc c'était évident qu'il y aurait beaucoup de création de leur part pour relier les points entre eux et pour proposer une structure narrative cohérente. Il faut qu'il y ait des personnages, il faut créer des nouveaux personnages, il faut qu'il y ait un arc narratif, un arc narratif pour chacun des personnages principaux. C'est tout simplement impossible de ceux qui pourraient le demander de simplement adapter de la page à l'écran de la façon la plus fidèle possible les écrits sur le deuxième âge. Ça rendrait cette série, l'existence de cette série impossible. Certains diront dans ce cas-là il fallait pas la faire. Dans ce cas-là la regardez pas et cassez pas les pieds, je veux dire, vu qu'ils ont décidé de la faire, il faut bien juger à partir du matériau qu'ils ont utilisé. Et donc, en partant de ce principe-là, je trouvais l'exercice intéressant, et aussi c'est pas qu'une conviction personnelle, c'est que j'ai pas révisé pour ce podcast, mais je m'étais plongé un peu dans l'histoire des deux showrunners, qui est assez étonnant quand même, hein. Ça rappelle un peu Weiss et Benioff, qui n'avaient jamais été showrunners de rien, ils se sont retrouvés sur Game of Thrones. Eux, ils n'ont jamais été showrunners de rien du tout. Payne et je sais plus quel est le nom de son acolyte, mais Payne et McKay. Mais c'est deux gars qui connaissent extrêmement bien, beaucoup mieux que moi, ou beaucoup mieux que 99,9% des gens qui critiquent leur travail, qui connaissent beaucoup mieux Tolkien que Tolkien, on s'en peu importe, que voilà, ils connaissent extrêmement bien l'œuvre, mais c'est une évidence absolue. Les gens qui disent ils ont trahi, ils connaissent rien, tout, c'est juste souvent des abrutis qui ont vu que les films. Et je veux dire, on peut les critiquer ce qu'ils ont fait sans être un abruti, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est sur certaines des critiques les plus virulentes, souvent les plus bas de plafond, avec des usines à trolls sur les réseaux sociaux, c'était pitoyable, et c'était un énorme mouvement raciste principalement, et réactionnaire, puisqu'on est dans une époque qui vit un vrai mouvement réactionnaire très puissant, qui est, comme le nom l'indique, un réactionnaire en réaction à toute le mouvement woke qui existe, qui est réel, et qui de base donne juste plus de visibilité à des gens qui n'en avaient absolument pas pendant des dizaines et dizaines d'années, et ça posait de problème à personne que tous les héros étaient des hommes blancs, tout ça, et on a encore des tonnes de héros blancs partout, et c'est très bien, ça me posait, c'est normal, mais voilà. Donc pour poser, j'étais un peu long, mais c'est un sujet épineux. Voilà. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que encore une fois, il y a pas, le sujet est très complexe parce que, comme je l'ai dit, les gens qui s'intéressent
au Seigneur des Anneaux et aux écrits de Tolkien, ils sont très très divers et variés. En effet, il y a les gens, le grand public qui s'exprime à travers notamment les réseaux sociaux et qui peut-être ont été la voix la plus extrême dans justement les commentaires, notamment sur Metacritic. Je vous invite à aller voir quand même la violence des commentaires de gens qui ne regardent que 5 minutes de la série et qui disent que c'est la pire ignominie qui n'a jamais été produite. Enfin, on est vraiment face en effet à quelque chose qui est très simpliste et très haineux. Et ça, c'est globalement une partie du grand public. Puis tu as aussi eu effectivement, et c'est en ça que c'est complexe, des universitaires notamment qui ont critiqué la série pour ses choix, notamment chronologiques par rapport à l'univers du Seigneur des Anneaux, Oui. parce que ils étudient ça depuis longtemps et il y avait matière beaucoup à étudier aussi, et donc ils sont très connaisseurs de ça. Et dit forcément, ils connaissent ça très bien, ils se projetaient sur une série qui ne peut pas être à l'image de ce qu'ils avaient en tête, et ça m'a fait sourire quand tu m'as dit que quand tu as découvert La Comté au cinéma, tu avais vraiment eu cette image en tête et elle a été représentée à l'écran, parce que je pense que c'est tout la difficulté que les Anneaux de pouvoir aussi ont eu dès le départ et dès l'annonce de la série, c'est comment, en effet, venir après ces films au cinéma, comment venir faire une adaptation de choses qui sont en plus bien plus diffus, bien plus chronologiquement étendues, ce qui en soi peut très très bien convenir à de la série, mais bon, là on parle quand même de milliers d'années, quoi. Ouais. Avec ce bagage culturel, pop culturel, de l'imaginaire des choses qui ont déjà été produites, et où tu peux complètement imaginer que des gens projetaient de manière très très forte ce que pouvait être la série avant même qu'elle existe, quoi. Donc ça a été vraiment, je pense, de base, de toute façon, la série part avec cet handicap-là, quelque part. Moi, je ferais vraiment pas partie de ces gens qui diraient en effet que pour autant il fallait pas la faire parce que c'était perdu d'avance. Je trouve qu'au contraire, moi en tout cas, j'ai plutôt apprécié, et j'espère que la série, au fur et à mesure de ses saisons, va vraiment constituer son propre fandom, ou en tout cas va se constituer comme une œuvre à part entière, et n'aura pas à rougir face à notamment la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Mais en tout cas, il y avait ce handicap-là, quoi. Et bon, de l'autre côté, moi j'ai vraiment, et c'est comme ça que je vais parler de cette série dans ce podcast, j'ai vraiment envie d'observer les Anneaux de pouvoir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une série produite dans cette décennie, la décennie des années 2020. Je suis pas un grand connaisseur du lore des Seigneurs des Anneaux, et quand j'ai découvert donc les Anneaux de pouvoir, je l'ai vraiment fait en regardant une série avec un nouveau propos, enfin en tout cas avec une histoire que je ne connaissais pas, quoi. Donc j'ai vraiment abordé ça comme voilà la présentation de quelque chose de nouveau, et personnellement, je ne sais pas comment vous, auditeuristes, vous vous placez, mais je vis dans un monde où on estime qu'il est intéressant, voire normal, d'avoir de la diversité dans les représentations sur nos écrans, pour permettre à plein de monde de s'identifier à de nouveaux héros et héroïnes. Et aussi brillant soit-il, Tolkien, il a écrit Le Seigneur des Anneaux, faut le rappeler, dans les années 50. Donc ça fait quand même un petit moment, la société a évolué depuis. Voilà, quoi. Donc moi, j'estime qu'en tant que spectateur d'une série à grand budget diffusée en 2022, heureusement que les Anneaux de pouvoir ont fait ce choix de plus de diversité. Ça détériore évidemment en rien ni les ouvrages d'origine, ni ce qui a été fait depuis 70 ans, et encore moins la série. Et si ça permet à tout un tas de personnes de se sentir représentées et de s'intéresser à la fantasy et à l'univers du Seigneur des Anneaux, moi je trouve ça génial. Et à vrai dire, j'aurais pas compris que ils puissent faire d'autres choix que celui-là, puisqu'encore une fois on parle d'adaptation, et puisqu'encore une fois on vit en 2024, quoi. Enfin, en tout cas à l'époque en 2022. Donc voilà, moi j'ai plutôt trouvé que c'était plutôt un bon point pour la série. Sauf si t'as quelque chose à rajouter, je ferme un petit peu cette parenthèse, mais c'est vrai que c'était quand même important d'aborder tous ces éléments qui ont malheureusement aussi accompagné la diffusion de la saison 1. J'ajouterais juste que, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que l'œuvre de Tolkien a été, elle est appropriée, beaucoup de gens différents se l'approprient de différentes manières, en fait. C'est le propre des œuvres quasiment de portée universelle, extrêmement connues comme ça. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'extrême droite, on va dire l'extrême droite mondiale, si ça a un sens, qui, en tout cas européenne, ça c'est sûr et certain, qui se l'approprie, qui voit une sorte de récit spécifique
à l'Europe qui vient se protéger des étrangers, etc., etc. Enfin, voilà, il y a tout un délire comme ça. Alors que de base, c'est surtout, avant tout, un récit contre la guerre et qui parle beaucoup de foi aussi, du rapport à la mort, etc., mais pas du tout de se protéger des étrangers. Et effectivement, ouais, sur les universitaires, c'est des points de vue souvent plus élaborés, intéressants, et t'as des très grands connaisseurs qui ont beaucoup apprécié la série, avec des réserves de par-ci par-là, et d'autres qui n'ont pas du tout apprécié. Et là aussi, c'est très éclaté, les avis chez les grands connaisseurs, apparemment. Ouais, bien sûr. Mais en général, ils sont documentés, en tout cas, ils sont débattus dans le calme et dans un débat d'idées qui est toujours sain de toute façon. C'est encore différent. une fois, hein, l'idée, c'est pas de nous être quelque part le contrepoids de la haine et de dire non, la série elle est absolument géniale et de toute façon rien n'a jamais été fait de mieux. Voilà quoi, ça fait partie de ces écrits. Moi, en re-regardant la série, j'ai beaucoup pensé quelque part à la série Fondation sur Apple TV, parce que ça fait partie de ces séries qui adaptent des choses qui ont été jugées longtemps inadaptables. Donc forcément, il y a une difficulté. Forcément, c'est complexe et ça peut amener à des simplifications ou en tout cas à des choix qui ne plairont pas à tout le monde quoi. Parlons donc de cette saison 1 après cet avant-propos certes long mais nécessaire. Comme moi, du coup, tu as regardé à nouveau cette saison 1 récemment. C'est pour ça aussi que je profitais de ça pour faire ce podcast avec toi. Comment, avec les 2 ans qui nous séparent de sa diffusion originale et voilà quoi, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton avis sur cette saison 1 après ce nouveau rewatch? Ça n'a pas fondamentalement changé mon opinion sur sur cette première saison, sur mon premier visionnage. Ça a permis de mieux apprécier certains épisodes que j'avais trouvés un peu trop lents ou sur lesquels j'attendais plus d'évolution de la trame principale, d'action si on veut, ce genre de choses. Puis voilà, quand certaines attentes ont été désamorcées, on juge uniquement ce qu'on a sous les yeux. Donc puis c'est vrai qu'enchaîner les épisodes, moi je reste peut-être des formations professionnelles, mais pas que, je pense, je reste quand même attaché à la diffusion hebdomadaire. Et après, t'as quand même un autre rapport à ce que tu regardes quand tu peux enchaîner les épisodes, mais ceci dit, j'ai pas binge-watché de fou, j'ai plutôt réparti mon revisionnage. Ce que je trouve... Alors déjà, effectivement, c'est une série très aboutie esthétiquement. C'est généralement, sauf les gens de plus mauvaise foi, ou voilà, ça reste subjectif. Mais c'est généralement quelque chose qu'on reconnaît à la série. C'est un aboutissement esthétique, même si on peut parler de la coiffure de certains elfes, du brushing de Celebrimbor auquel on s'attendait pas forcément, voilà, sur des points par-ci par-là qui laissent potentiellement perplexe, mais dans l'ensemble c'est très beau. Et surtout, je trouve qu'il y a énormément de sincérité dans cette série. Et il y a beaucoup de premier degré, mais pas dans un sens péjoratif, mais beaucoup de sincérité. On cherche pas à ironiser, à faire des clins d'œil, etc. Et ça, c'est vraiment en termes de thématiques, je crois qu'ils ont vraiment réussi à accrocher des grandes thématiques qui étaient très chères à l'écrivain. Sur comme je disais un peu, je me suis auto-spoilé, mais avec le rapport à la mort, c'est un thème qui est quand même commun, le rapport à la mort, à la disparition. On le retrouve chez les elfes, on le retrouvera sans doute chez les nains en saison 2, on l'a déjà chez les humains de Númenor, et etc., etc. C'est vraiment un truc super important. La foi, parce qu'on sait que c'était quelqu'un de très croyant, voilà, Tolkien détestait qu'on essaie de faire de dresser des parallèles entre sa foi ou la Bible, etc., et ce qu'il a pu écrire, mais on ne peut que ressentir ces inspirations. Sur la notion d'espoir aussi, dans un espoir, l'espoir comme on peut le vivre, l'appréhender au quotidien, mais aussi une sorte d'espoir de transcendance divin,
avec une forme de destin entre les mains duquel on se remet, comme par exemple quand Galadriel dans l'épisode 7, alors que le monde du destin a explosé, que le pays du Sud sont devenus le Mordor, elle parle à Théo, et là elle dit quelquefois il faut s'en remettre au dessin d'être supérieur. Pour l'instant je ne sais pas quel est ce dessin, mais enfin voilà, c'est très 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 Tolkien, ça. Et puis par ailleurs ça me fait doucement rire quand des gens disent à quel point ces interprètes sont mauvais. C'est vraiment incroyable, parce que les interprètes sont généralement très bons. Il y a et encore, moi je les regarde en VO. Il y a moi c'est plus le rythme de la saison, certaines décisions de structure, quelques dialogues, mais ce serait même presque pour essayer de faire plaisir aux détracteurs, pour que je dirais il y a peut-être quelques dialogues un peu faibles, c'est possible. Peut-être que c'est pas mon point fort de juger au mieux les dialogues, je ne sais pas. Après ça dépend des personnages, à vrai dire. T'as quelques personnages faibles, quelques arcs faibles. Il y a Théo, je sais pas pourquoi ils l'ont casté, j'ai rien contre lui, mais on a vraiment l'impression de voir un jeune qui traîne dans les rues de 2020, de je sais pas quelle ville, capitale actuelle, dans sa façon de bouger, tout, il y a rien qui va, je sais pas, on se demande ce qu'il fait là. Mais Galadriel, je la trouve vraiment excellente. Morphis Clark, je la trouve vraiment excellente. Elrond et Durin, enfin, c'était beaucoup souligné, mais leur rapport est excellent. Les acteurs sont à fond dedans. Avec aussi Durin et Disa, sa femme, ça fonctionne bien. Elendil, il a une voix de fou. L'acteur en VO, il a pas mal de présence. Myriel, ça fonctionne bien aussi, je trouve. Donc je vois au terme, les orques sont super. Hadar était super. C'est dommage, il y a un autre interprète pour Hadar, mais apparemment c'est un bon aussi. On verra ce qu'il donne en saison 2. Mais Daniel Weyman aussi dans le rôle de l'étranger, il est excellent quand tu le il dégage vraiment quelque chose de fort. Donc pour un rôle quasi muet en plus. C'est une grosse, à vrai dire, c'est une grosse performance. Et les pieds velus, je savais pas trop quoi en penser. Et visuellement, je trouvais que c'était super abouti, que et a posteriori, je me dis ça aurait été vraiment une connerie de pas mettre les pieds velus, parce que beaucoup de gens se disent mais pourquoi ils vont mettre des hobbits, parce que bon, c'est les ancêtres des hobbits, mais ça rajoute complètement quelque chose, et ça vient tellement compléter ce qu'on peut attendre de quelque chose qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, avec cette importance des gens qui n'ont pas de pouvoir, quoi, mais qui sont quand même là pour faire des trucs, avec Nori qui va aider cet étranger. Tu dis là vraiment on retrouve l'âme en quelque sorte de ce qu'a pu écrire Tolkien. Après pour parler de chronologie aussi, j'avais carrément aussi consacré une vidéo entière sur ma chaîne à parler de la chronologie et pourquoi c'était une chronologie impossible, parce que ça s'étale sur des milliers d'années, le deuxième âge, et si les gens s'attendaient à cette adaptation-là, au début ça m'a un peu surpris, mais je me suis mis à la place des showrunners. Après je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux envisager sérieusement, de changer tous tes personnages humains et nains aussi, à vrai dire, d'une saison à l'autre, et que les gens suivent, et que tu gardes que tes elfes? Je veux dire, peut-être dans un monde parallèle, une autre version de cette série est possible, et peut-être que c'est génial, et peut-être qu'ils ont réussi, mais ça demande un engagement des téléspectateurs qu'on a demandé dans aucune autre œuvre, parce que les personnages humains, ils ont des rôles importants, mais ça veut dire qu'à chaque fois ils meurent, tu dis et à chaque fois les gens seraient perdus, ils me disent mais c'est qui ces nouveaux personnages, et à chaque saison tu devrais réintroduire des personnages. Donc ils ont condensé la chronologie, parce que c'est quasiment impossible de faire autrement si tu veux parler du deuxième âge. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à dire. Il y a des choses qui m'ont gêné, je sais pas si on aurait les explications dans la saison 2, j'espère, sur faut aussi que j'en parle, mais je vais finir mon propos d'ailleurs, mais il faudrait que je revienne aussi sur la notion de mystère, le mystère sur l'identité de Sauron, Sauron, si je prononce en Sindarin pour énerver ceux que ça énerve.
ce que je fais pas pour énerver les gens, c'est parce que de toute ma vie, j'ai dit Sauron, comme tout le monde quand j'ai lu tout ça, et Sauron, voilà, en VF c'est toujours Sauron, sauf que voilà, j'ai fait des recherches avant, j'ai vu des vidéos de gens qui parlent des prononciations, à quel point c'est important pour Tolkien, dont toute l'œuvre commence par les langages pour ensuite aller vers la création de monde. Et je me dis ils ont pas tort, ce serait quand même pas mal que je fasse l'effort d'essayer de prononcer les mots. Et des gens qui me disent mais tu les prononces en anglais, mais pas du tout, je les prononce en Sindarin, en la langue elfique, ou en Quenya éventuellement, les deux langues elfiques. J'essaye en tout cas parce que c'est super dur, j'ai beaucoup de mal à rouler les R, donc j'ai beaucoup de mal. Mais en VO, il les prononce tellement bien. Murphy Clark, qui joue Galadriel, elle est je crois qu'elle est du pays de Galles, tout comme l'interprète de Durin. Et du coup, ils roulent les R, mais magnifiquement. C'est tellement proche de leur langue, pas forcément natale, mais des langues qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Donc, je me suis perdu, mais donc il y a des choses qu'ils ont inventées, qui m'ont agacé, comme le rôle du Mithril. Cette histoire d'invention là, avec le Mithril, qui est un combat entre un Balrog et un elfe, qui est effectif. Enfin, on a eu des combats Balrog-elfe au premier âge et qui étaient importants, mais là ils ont pas le droit de donner les noms, puis ça a rien à voir avec le Mithril. Mais pourquoi ils ont inventé cette histoire de Mithril qui permet de sauver les elfes, avec les elfes qui dépérissent apparemment, si on en croit l'évolution de leur arbre à Lindon, là, qui dépérit à une vitesse stratosphérique. Et évidemment, ça se passe pas comme ça dans les livres. Et là, je sais pas à quel point c'est eux qui ont inventé des trucs qui avaient pas besoin d'être inventés, ou si ce sont des manipulations de Sauron et dont on prendra conscience en saison 2, je ne sais pas. Et après, il y a toute cette question d'avoir joué le mystère sur l'identité de qui est Sauron dans la première saison. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou pas? Je ne saurais que dire. Moi, ça m'a quand même... ça a réussi à me perdre, alors je connais quand même pas mal le truc. Il y avait des indices tellement énormes sur Halbrand que je m'étais dit non, là c'est tellement évident que ça peut pas être lui en fait, parce que comme quand on connaît, pour les gens qui connaissent pas, c'est beaucoup moins évident, mais quand il est à Númenor en prison et qu'il commence à chuchoter à l'oreille de Pharazôn, à le conseiller depuis les barreaux, tu dis, là c'est typique, pour différentes raisons que je vais pas expliquer, mais tu dis ah oui, vraiment c'est un truc que ferait Sauron. Et mais avec l'étranger, aussi ils ont inventé la façon dont arrive l'étranger. T'as aucun Istar, aucun magicien qui arrive en mode comète comme ça, c'est une pure invention. Et tu dis, ouais, mais ça pourrait être un coup de Sauron pour faire genre, justement, regardez, c'est hyper spectaculaire. J'ai été envoyé depuis Valinor, les puissances, les archanges, on va dire, de l'Ouest. Mais finalement, non, en fait, c'est bien un Istar. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient nous perdre. Alors je sais pas si c'est une connerie ou pas. D'un côté, c'était assez intéressant, parce qu'on se posait des questions, et de l'autre, on perdait un peu peut-être quelque chose. Et je pense qu'ils ont eu cette idée-là, ils ont construit beaucoup de choses autour de cette idée, ce qui les a poussés aussi à changer la chronologie de la création des anneaux. Ça a fait effet boule de neige, et je me demande à quel point ça va les emmener dans le décor, dans des très gros problèmes par la suite. Pour ça, la saison 2 sera hyper importante pour voir comment ils retombent sur leurs pieds. Quels sont les premiers anneaux à avoir été forgés, par curiosité? Ce sont... alors j'ai un doute, mais ce qui est sûr, c'est que les 3 anneaux des elfes sont forgés en dernier et secrètement, pour en quelque sorte en tout cas avoir des anneaux sur lesquels il n'y a aucune influence de Sauron. Alors que là, c'est lui qui donne l'idée, même si en revoyant la première saison, je dis ah oui, c'est vrai que lui, il veut en faire 2 de base, et c'est Galadriel qui dit non, on va en faire 3, etc. Donc une couronne, en fait, il veut faire même, non, à un moment donné. Alors la couronne, c'est Celebrimbor qui en parle. Halbrand parle jamais de couronne. On sent c'est par petites touches qu'il va influencer. C'est même pas lui qui parle d'anneau, je crois. Je suis pas sûr, ceci dit. Mais si, je crois que c'est lui. Il en parle à Galadriel, c'est pour la tenter. On a toute cette question aussi de la tentation entre le jeu de séduction entre Halbrand et Galadriel, qui a pu agacer beaucoup de monde. Et après, pourtant, sur Galadriel, il y a toute cette tentation du pouvoir qu'on a déjà dans la fameuse scène de la communauté de l'anneau, où elle dit ne me tente pas, je serai une reine terrible, etc.
Et même aussi quand Sauron se révèle à elle et l'emmène dans un voyage cauchemardesque, un peu psychique, ils reviennent sur le radeau et lui montrent cet avenir sur la surface de l'eau. Là aussi, évidemment, c'est un rappel très sympa au fait qu'elle-même verra aussi parfois un avenir possible dans son bassin. Le parallèle est très très cool. Et il y a dans l'œuvre de Tolkien, il y a c'est par petites touches bien sûr, mais t'as cette ambition, c'est ça, elle a une ambition, elle veut se forger un royaume, Galadriel. Elle veut régner, tout ça, et donc t'as ça qui est présent, et c'est intéressant de l'avoir exploité. Après, ils ont fait quelque chose de très différent avec Galadriel. Si on se base sur certaines citations, on peut présupposer qu'effectivement elle était forte physiquement, puisqu'à l'époque de Valinor où elle a vécu, elle était la seule à pouvoir rivaliser physiquement avec ses cousins, frères, etc. Les plus puissants des elfes, hein, les Noldor, etc., comme Fëanor et autres. C'était la seule à pouvoir rivaliser. Mais après, je pense que Tolkien ne l'a jamais imaginé comme personnage guerrier. Mais encore là, c'est sujet à caution, parce que de toute façon, sur tout le long de sa vie, il a fait évoluer ses récits. Jusqu'à 1 mois avant sa mort, Tolkien changeait des choses sur Galadriel. Et notamment sur la façon dont elle est partie de Valinor, avec qui, à quel moment elle a rencontré Celeborn, quel rôle elle a joué dans le premier massacre fratricide, ils peuvent pas évoquer ça, mais qui est un élément fondamental dans la malédiction que les Valar vont mettre sur Fëanor, etc., parce qu'ils ont commis un massacre fratricide, et dans les toutes dernières versions, Tolkien dit qu'elle s'est activement opposée. En gros, peut-être qu'elle a tiré l'épée, qu'elle a essayé de protéger les Teleri, donc ceux qui ont été agressés par Fëanor, qui voulait quitter le Valinor pour poursuivre Morgoth et récupérer les Silmarils. Voilà, je vais perdre beaucoup de monde là mais donc voilà, le fait d'en faire une Amazone combattante comme ça plaît pas à certaines personnes, mais oui, ça a été une des critiques. Ouais. Ça permet de la faire passer de ça à autre chose, parce que si dès le départ on l'a comme sage magicienne, et encore, enfin la magie, les elfes, c'est toute une question, parce qu'ils ont pas de sortilège, tout ça. Elle a un petit peu de divination vite fait, mais ils ont pas de la magie qui pète, qui claque. Il y a que les Istar qui ont ça et encore un peu. Mais la faire passer s'il avait commencé comme on la connaît dans le Seigneur des Anneaux, ça n'aurait aucun sens, bien sûr. Donc après, il y a certaines choses sur le fait qu'elle se fasse duper. C'est elle principalement sur toute la saison qui se fait duper par Halbrand, alors que là spécifiquement dans les textes, on a que non, depuis le début, elle se méfie de Anatar, une version de Sauron qu'on verra en saison 2, elle se méfie de lui, dit ah non, faut pas lui faire confiance, tout ça. Et là, ils ont complètement inversé les choses en faisant d'elle celle qui est dupée. Ça, c'est de la trahison pour adapter et pour aller dans le sens qu'ils voulaient. C'est discutable, voilà. Ça fait partie peut-être de ces faiblesses, de choses un peu simplistes qu'ils ont peut-être accepté de faire, en effet, et qui passe bien quand on le regarde une première fois, parce que justement on est censé avoir un doute sur Halbrand, mais pas complètement, alors que c'est vrai que quand on revoit la saison 1 pour la deuxième fois, tu te dis oui, effectivement, ils se côtoient quand même longtemps, quoi, avant qu'elle finisse par avoir ce doute. Et tout se réduit au dernier épisode, mais j'y reviendrai. Pour reprendre un peu point par point les choses que tu as dites, parce que globalement tu as un peu abordé aussi tous les choses qui sont à dire sur la série, et qui sont effectivement ses qualités comme ses défauts, mais en effet visuellement c'est absolument incroyable. L'argent d'Amazon a été bien utilisé dans cet axe-là de la série, on peut pas dire le contraire, surtout comme si vous êtes comme Sylvain et moi, vous regardez beaucoup de séries de science-fiction, fantasy ou fantastique, avec parfois des velléités à créer des décors ou des costumes ou des cultures imaginaires. La série le fait extrêmement bien. Numénor, on en a très peu parlé, mais Numénor, c'est peut-être un des joyaux visuels de la série, en tout cas un des trucs les plus original quelque part.
Oui. si on a déjà vu les films, quoi, on ressent esthétiquement des choses que l'on a pu voir, notamment du côté de Minas Tirith dans les films du Seigneur des Anneaux, mais on sent que là, ils y ont apporté quelque chose de bien plus méditerranéen, et que ça soit au niveau des costumes, que ça soit au niveau de tout un tas de choses qui se passent sur l'île, les détails, le fait que ce soit un peuple de navigateurs, leurs bateaux sont absolument incroyables, l'architecture est absolument incroyable, enfin, il y a une vraie grâce dans tout un tas de moments et de scènes qui sont vraiment qui font de Numénor, je trouve, quelque chose qui est à chaque fois incroyable à découvrir dans la série, à chaque scène. Et qu'on retrouve aussi par ailleurs chez Khazad-dûm, chez les nains, voilà, qui est aussi une des grandes réinventions, ou en tout cas projection de l'imaginaire de Tolkien dans la série, qui là aussi est absolument incroyable, surtout au début. Ça se tarit peut-être un petit peu au fur et à mesure de la saison, mais au début voilà quoi. Et honnêtement, aujourd'hui, trouvez-moi une série qui le fait aussi bien, qui met autant de moyens dans la qualité, que ça soit de ses effets spéciaux numériques, comme de ses effets spéciaux pratiques, comme de ses costumes, comme de ses décors physiques, etc. Bah, je suis désolé, il y en a très peu, y compris dans des séries qui pourraient essayer qu'on pourrait essayer de comparer un petit peu, comme par exemple House of the Dragon, dont je suis en train de regarder la saison 2 actuellement, que j'ai toujours pas terminé, mais qui, voilà, s'il y a des plans qui sont très sympas aussi dans cette série, n'arrive pas à rivaliser dans la qualité des effets spéciaux, c'est absolument pas possible, quoi. Là, tu vas faire bondir pas mal d'auditeurs, je pense. Ah bah qu'on en parle sur les réseaux ou en commentaire, mais ça c'est un autre sujet et c'est un autre podcast sur House of the Dragon, mais on est dans là une représentation de l'imaginaire fantasy très très lumineux, très coloré, c'est une série qui se découvre et qui s'explore, et même après un deuxième visionnage, il y a énormément de détails qui font plaisir, en tout cas quand on aime ce genre de choses dans la fiction. Moi particulièrement, c'est ce que j'aime aussi quand je regarde des choses de ces univers de fantasy ou encore une fois fantastique ou de science-fiction, où il y a souvent ce genre de déploiement là. Moi j'aime à ce que on m'apporte quelque chose qui soit assez gourmand de ce point de vue, si je peux dire, et la série le fait très bien. On a très peu en fait ce sentiment un peu claustrophobique, je trouve, que l'on peut ressentir dans d'autres séries où l'on sent que voilà, au-delà du décor, il se passe pas grand-chose. Là, ça reste une série qui, quand même, je trouve, a et encore une fois, notamment à Numénor, mais par ailleurs chez les Pieds Velus, par ailleurs aussi dans ce qui se passe dans le sud pour les hommes, des décors naturels, de l'espace, un ciel, on va dire, au-dessus de la tête des gens, et ça, mine de rien, je trouve que ça ne fait pas entièrement évidemment la qualité d'une fiction et d'une saison de série, mais je trouve qu'en tout cas là ça apporte vraiment beaucoup à l'univers de la série, quoi, cette saison. Ça l'ancre dans un monde, oui c'est sûr, c'est une ampleur. T'as raison de souligner ça, oui, effectivement. C'est marquant. Et le deuxième truc aussi sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est évidemment ce choix. Alors c'est une saison 1 qui se découpe en plusieurs arcs scénaristiques, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnages. Je les ai un tout petit peu résumés en tout début de ce podcast. Et un des grands mystères, tu l'as dit, c'est donc l'identité de Sauron, dont on sait dès le début, puisque c'est la quête de Galadriel, qu'on ne sait pas où il est, qu'il a disparu, et qu'elle est persuadée qu'il est quelque part, qu'il se terre là où tout le monde estime qu'il est mort, ou qu'il a totalement disparu, en tout cas, de cette terre. Et dont on sait qu'effectivement ça va être un des enjeux de la saison. Sauron, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça assez futile, peut-être un peu mal fait, peut-être un peu inutilement mystérieux pour cette saison 1 lors de la diffusion. Et encore une fois, moi à l'époque, ne connaissant rien du tout de ce lore, pour moi Halbrand c'était vraiment un personnage humain joué par, je vous dis ça tout de suite, Charlie Vickers, qui donc incarne Halbrand, et dont on va découvrir que c'est une des incarnations de Sauron. Je ne connaissais pas, enfin ce personnage est nouveau, si je me trompe pas,
pas, mais Ouais. par ailleurs, je ne me doutais pas particulièrement que ça allait être lui, et je trouve que, au contraire, le mystère est plutôt bien fait sur notamment la figure de l'étranger dont on imagine, dont c'est celui dont on pense le plus longtemps qu'il est Sauron, on va dire, puisqu'il y a une entité composée de 3 femmes qui sont un peu à sa recherche et qui pensent de manière très verbale dans la série que c'est lui Sauron, et donc qui partent à sa recherche comme des acolytes pour l'aider dans son sombre dessein, on va dire. Et ça m'avait pas gêné au premier visionnage, et je trouve que ça m'a encore moins gêné au deuxième visionnage, et que au contraire presque j'ai vraiment apprécié la partition de Charlie Vickers en Halbrand. Mhm. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris après, et peut-être que du coup la série le fait pas assez bien, et j'ai dû prendre des éléments de l'extérieur pour avoir cette lecture, mais il me semble que, à cette époque-là, en tout cas, de l'univers du Seigneur des Anneaux, le personnage de Sauron est un peu dans une espèce de volonté de rédemption, ou en tout cas, il est pas forcément dans une attitude absolument maléfique de destruction, on va dire, et je trouve que Charlie Vickers incarne vraiment bien ce personnage qui porte quelque chose de lourd, qui peut choisir une destinée plus lumineuse, mais qui en permanence se fait ramener à quelque chose de plus sombre, et quelque chose qui va l'attirer du côté obscur, entre guillemets. Et je trouve qu'au deuxième visionnage, ça marche vraiment bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de malice dans son jeu. Enfin, il le joue vraiment premier degré dans ce personnage que on aurait pu imaginer, sachant que c'est Sauron, que il y aurait eu des petits sourires en coin, il y aurait eu des petites cachotteries ou des petites scènes qui nous auraient montré qu'il faisait des manigances par ailleurs. Et je trouve, en tout cas, quand on a ça en tête et qu'on regarde cette saison 1, que le personnage est vraiment sincèrement dans la volonté de rester sur Numénor et de se forger, c'est le cas de le dire, une nouvelle vie. Ce qui évidemment ne va pas se passer, parce que il va être amené à faire d'autres choses. Et pour moi, encore une fois, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Est-ce que tu me confirmes un peu ce truc, un peu de ce passage du personnage de Sauron qui se cherchait une espèce de rédemption à un moment donné, qui est un peu représenté par ça, ou pas? Alors ça va de mémoire, ça va reposer sur quelques lignes à peine. Hein. C'est effectivement à partir de c'est pas la mort, mais la destruction, la défaite de Morgoth, qui est le grand maître du mal et le mentor de Sauron. Morgoth, donc, qui est vaincu par les Valar, il est vaincu pour de bon, il est emmené, et donc du coup il a plus personne au-dessus de lui pour le forcer à faire quoi que ce soit, Sauron. Et c'est à un moment il peut se poser des questions, et il va se demander est-ce que je vais tenter d'aller chercher le pardon auprès des Valar. Mais assez rapidement il prend la fuite, et il va un peu s'enfermer dans sa certitude d'être le seul à pouvoir ramener de l'ordre en Terre du Milieu, et organiser les choses bien. Après, c'est ce qu'on retrouve effectivement chez Halbrand dans son discours. C'est pour lui, entre guérir la Terre du Milieu et que lui domine, pour lui c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc il est absolument sûr et certain que c'est lui qui a raison, qu'il faut faire selon son point de vue et tout. Donc on a ils sont appuyés sur un tout petit passage, un petit moment de flou intéressant, une rédemption. C'est à ce moment-là, en tout cas, s'il y avait eu une rédemption possible pour Sauron dans toute l'œuvre de Tolkien, c'était à ce moment-là, au moment de la chute de son mentor, qui l'avait entraîné profondément vers le mal, même s'il avait, c'est déjà souligné par la série, même s'il avait déjà commis moult atrocités à l'époque, il aurait peut-être pu obtenir une forme de pardon pour sauver son essence, son âme en tout cas, mais après là il est définitivement passé du mauvais côté. Ouais, et je trouve que du coup, c'est pas l'ensemble quasi l'ensemble de cette saison, donc en tout cas ces 7 premiers épisodes qui gâchent ce potentiel et qui gâchent ce personnage et qui le fait mal. Je trouve qu'au contraire, il le fait vraiment bien. C'est le fait que tout se résout en un épisode dans le dernier épisode, et que tout d'un coup, en effet, Halbrand devienne ce personnage trop peu digne de confiance. Le jeu d'ailleurs de l'acteur lui-même, on va dire, change légèrement. Enfin, il y a un truc un peu beaucoup plus malfaisant ou malsain en tout cas qui apparaît dans le dernier épisode, mais je pense que ça aurait été
en gagnant quelques épisodes et quelques minutes de cette transformation, elle aurait pu paraître plus crédible. Et je trouve que la seule faiblesse finalement de tout ça, c'est justement ce dernier épisode qui résout les choses un peu trop rapidement à mon sens. Et qui tout cet aspect justement de rencontre avec les elfes, de la forge des anneaux, etc. va trop vite, je trouve. Et en fait, c'est tout ça qui rend peu crédible le fait que Galadriel ne se soit pas rendu compte qu'Halbrand était peut-être un peu étrange, enfin. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui, du coup, pêchent un peu par trop de rapidité et trop de simplicité dans ces derniers épisodes, là où on a pris le temps, je trouve, de développer les choses. Tu l'as dit, avant, mais l'étranger, lui aussi, qui est soupçonné, ça marche bien parce qu'on prend aussi le temps, et c'est un personnage qui est ambigu et qui, comme un nouveau-né, un peu réapprend à vivre et avec les autres, et donc, voilà, quoi, ça pourrait être tout à fait crédible que tout d'un coup, ce personnage retrouve la mémoire et se rende compte qu'en effet, voilà, quoi, c'est quelqu'un de mauvais, mais je suis d'accord sur le fait que, en effet, cette saison 1 peut avoir parfois un rythme qui peut sembler être un peu lent et contemplatif, mais je ne trouve pas que ça soit au détriment de son intrigue et de la manière dont les personnages évoluent. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui se concentrent dans le dernier épisode. Alors évidemment, il y en a d'autres au fil de la saison, tout ce qui se passe du côté d'Adar avec la tranchée des orques, et le peuple du Sud et cette fameuse clé épée qui vient justement activer un mécanisme et tout ça. Là aussi, on pourrait trouver que ça pêche un peu par simplicité, mais ça me gêne moins que l'aboutissement de l'arc Halbrand Galadriel sur la fin de la saison, quoi. Ce que j'aime bien avec la clé épée, c'est que c'est ce fonctionnement quasiment industriel de la création du Mordor, c'est tellement aussi dans tout ce que déteste Tolkien sur l'industrialisation, qu'il a vu détruire ses chères campagnes et tout, parce que lui, il était vraiment farouchement on peut dire anti-progrès technologique quasiment, parce que même lui, pour lui, un train qui traversait la campagne, c'était déjà une façon de la défigurer, quoi. Donc s'il y a ce fonctionnement un peu mécanique, ça vient vraiment bien compléter pas compléter, mais ça vient bien s'imbriquer dans cette personnalité de maître artisan machiavélique et dangereux qu'est Sauron, et qu'il a dû prévoir tout ce plan-là il y a des centaines et des centaines d'années. Il avait tout mis en place, il avait préparé sans doute son plan de secours pour le moment où Morgoth mourrait. On peut supposer que c'était ça, en fait, le Mordor et toute cette histoire de clés, etc. Et ça m'avait vachement surpris, mais après, voilà, après avoir fait des recherches, me rendre compte qu'effectivement, quand on déverse beaucoup d'eau au cœur d'un volcan, c'est exactement ce qui se passe, cette explosion, tout ça. Même si, bon, ils auraient, les gens des pays du Sud, tout ça, auraient dû mourir, voilà, mais oui. Outre cette facilité, je me dis, ah ouais, c'est quand même, j'ai vraiment été surpris par ce fonctionnement, et j'ai trouvé ça plutôt astucieux, mais ouais, c'est vrai que l'épisode final, c'est souvent le problème des saisons en 8 épisodes. Là, je veux pas en dire trop, mais je crois que tu l'as pas fini, mais je crois que c'est aussi un peu le problème de la saison 2 de House of the Dragon, mais 10 épisodes, c'est quand même pas mal, quoi, plutôt que 8. Dire qu'il y a des années, on était sur des saisons de 20 ou 24 oui. épisodes, c'est très différent, mais bon, là, 8, surtout quand on a tellement de personnages, tellement de choses à dire, c'est un peu casse-gueule. C'est vrai qu'il y a quand même un manqué dans cette saison 1, et tu l'as évoqué par rapport à l'épisode, donc pas l'épisode 7 qui est un peu les conséquences de ça, mais l'épisode 6 qui du coup voit en effet la création du Mordor, qui, je trouve, quand on le revoit, il fait un peu mal au cœur parce que il aurait vraiment dû et pu être le grand épisode de bataille et de cette saison, puisque c'est comme ça qu'il est construit complètement, puisque du coup c'est vraiment la rencontre entre tout le plan d'Adar d'un côté, qui donc creuse ses galeries à l'aide de ses orques, et d'un côté, et de l'autre, Numénor, qui s'est enfin décidé à aller porter main forte justement à ses hommes dans le besoin, pour que Galadriel puisse bénéficier d'une armée
et partir à la recherche de Sauron, toujours ce même but, mais avec une force militaire un petit peu plus impressionnante. Et de l'autre côté, en effet, toute la préparation du siège quelque part, qui fonctionne très bien avec cette troupe d'hommes en guenilles, mais qui vont quand même réussir à trouver la force et l'ingéniosité de se défendre et de créer comme ça des zones un petit peu des pièges, et puis voilà quoi, qui vont réussir à retrouver un peu tout ce qu'on pouvait voir un petit peu à l'époque du gouffre d'Helm, hein. Clairement on pense à cette fameuse bataille de la trilogie cinématographique dans cet épisode, et je trouve que malheureusement peut-être que la réalisation pêche un peu pour à nous offrir dans cet épisode de grands moments de bravoure. Alors il y a le combat entre Arondir et cet orc très massif qui est assez rigolo et assez ludique, et il y a par ailleurs d'autres choses qui sont assez dures et assez violentes, dans la mort de certains personnages un peu brutales, voilà quoi, ou de blessures toutes simples, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même de me dire à l'issue de cet épisode, ils ont vraiment loupé de peu un épisode qui aurait mis tout le monde d'accord et qui aurait été vraiment comme un bel épisode en effet, oui, de siège de bataille, comme aussi on imagine que l'univers du Seigneur des Anneaux est constitué quoi. Oui, moi j'avais beaucoup aimé l'épisode, mais c'est sûr que on n'a pas l'ampleur ça manque d'ampleur, peut-être d'ambition. Oui, c'est ce qu'on aura dans la saison 2, hein. On sait qu'il y a une bataille gigantesque qu'on couvrira sur plusieurs épisodes d'ailleurs. On verra jusqu'où ils ont pu pousser le curseur avec leur fameux budget, le fait qu'ils aient changé d'endroit de tournage aussi d'ailleurs. Ils sont revenus en Angleterre. Mais oui, certes, ça, par certains aspects, ça faisait peut-être encore un petit peu trop, un peu trop sur la réserve. Ils ont pas tout mis sur la table, même si il y a quelques moments sympas, mais c'est vrai que le nombre de cavaliers est peut-être un peu trop limité, la façon de roulement de la bataille. Mais d'un autre côté, on a Galadriel qui fait des trucs cool à cheval. Non, mais là, il y a un effondrement de 2 tours qui est assez spectaculaire, et plutôt malin aussi. Il se passe des choses, ça c'est sûr. Et puis, en effet, il y a ce retournement de situation final, alors qu'on pense que la félicité est revenue dans les terres du sud, et le roi qui avait disparu est en fin de retour, et là le cataclysme réel commence grâce à ce personnage absolument détestable de je sais plus comment il s'appelle, Wulfric je crois, Valdreg, on n'était pas loin. Qui est extrêmement bien casté, je trouve, l'acteur. Ouais, Valdreg, j'espère qu'on reverra Valdreg en saison 2, c'est un petit peu comme ça. En lieutenant d'Adar. Sa façon de parler aussi assez drôle, Lord Sauron. Ouais, c'est ça, il était vraiment plutôt un rôle très très mineur, enfin pas tant que ça au final. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que... Le boucher du coin qui est la clé de la création du Mordor. C'est ça. On a échappé au fait que ça soit Théo. Mais... Et le face-à-face entre Galadriel et Adar aussi était très chouette dans la grange. Où vraiment, elle est vraiment là au plus sombre de ce qu'elle a été, Galadriel. Tu dis, wow. Ouais. Ce personnage d'Adar qui est là, lui aussi, est vraiment, on le voit peu, mais il a une vraie présence. Il y a plein de choses qui sont vraiment hyper sympas avec ce personnage. Le fait qu'il ait gardé en partie ses traditions d'elfe quand il plante ses petites graines, mais qu'en même temps, il a vraiment avant la bataille, mais qu'en même temps, il est un vrai. Moi, j'ai trouvé ça génial que ce soit un personnage qui ait vraiment un amour pour les orques, qui considère vraiment les orques comme des créatures qui ont le droit d'avoir un endroit à eux, qui ont le droit de vivre, en fait, qui sont... Enfin, je trouvais que ce discours était assez intéressant par rapport à l'imagerie qu'on pouvait avoir de sortes de bêtes un peu sanguinaires et un peu bébêtes. Là, on a vraiment une espèce de notion comme ça de bienveillance envers Adar, d'Adar envers les orques, qui était... et l'acteur le joue très bien, en plus, espèce de nostalgie permanente dans ses yeux qui est très bien vu, quoi. Ça vient aborder une vraie question de fond, hein, sur laquelle on n'a pas de réponse, hein. Dans l'œuvre, il y a plusieurs choses ont été envisagées, mais on ne sait pas quelle est l'origine véritable des orques, et que ce sont des humains, des elfes, d'abord des elfes, ensuite potentiellement des humains qui ont été pervertis, transformés. Est-ce que c'est autre chose? C'est sans doute ça, mais ça veut dire que, alors, justement, vu que la foi, tout ça est tellement importante dans l'œuvre, qu'est-ce qui
advenu de leur âme à ces pauvres gens qui ont été transformés en orques. Et de ce point de vue-là, ouais, c'est bon, là où on voit la connaissance des showrunners que les showrunners ont de l'œuvre, clairement, parce que là, c'était un sujet très intéressant, et puis on se demande, je sais pas s'ils vont aborder la question, j'espère, mais c'est toujours des questions de droit, c'est chiant qu'ils aient pas les droits sur certains noms du Silmarillion, quoi, c'est vraiment super chiant, même s'il paraît qu'ils ont pu négocier au cas par cas quelques petites exceptions pour faire des citations, mais qui est Adar de base? Est-ce que c'est un elfe connu du lore du Silmarillion? Parce qu'il y en a qui sont quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont perdus, des elfes très importants dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus finalement, et ça pourrait être super cool que ce soit un cas de ce type. Puis outre, il y a aussi des clins d'œil dans la salle du Palantir de la pierre de vision à Númenor, t'as des objets de déco. Après, évidemment, j'en parlais dans mes vidéos, mais t'as vraiment des clins d'œil. Ils disent pas ce que c'est, mais tu dis mais ça c'est tel ou tel objet hyper important du Silmarillion. Le niveau d'artisanat qui a été mis, de sens du détail qui a été mis dans cette série est folle et je sais que je voyais sur le conducteur, tu voulais en parler, mais on peut en parler maintenant, peut-être de la qualité de la musique de Bear McCreary qui pour moi, c'est vraiment une BO de fou. Enfin, la BO était sortie avant la série, je l'avais écoutée, et j'étais vraiment à fond. Je me dis, mais il a fait un travail incroyable. Et là, sur la saison 2, il a composé une quantité, une longueur de musique phénoménale encore. Et il y a beaucoup, la plupart de ces thèmes qui fonctionnent super bien. Le thème de Galadriel, moi je l'adore. Le thème de Númenor, dès qu'ils approchent, la première fois qu'on découvre Númenor, t'en parlais un petit peu. Quand les bateaux arrivent pour la première fois qu'ils découvrent, mais c'est d'une splendeur incroyable. La musique est parfaite avec toutes ces ambiances un peu antiques, méditerranéennes qui viennent. Ils ont dû réinventer. Et c'est là où on voit aussi le génie on parle que de lui, mais il y a plein de gens qui travaillent dessus. Mais John Howe, tu disais lui, c'est une des grandes figures de l'illustration de Tolkien depuis des décennies et qui avait une place très importante sur la trilogie de Jackson. Et là, il a c'est dans le prolongement avec des inspirations, mais en réinventant des choses et tout. Enfin voilà, pour moi la musique fonctionnait vraiment super bien. Cette idée aussi de faire chanter Disa, l'épouse, la princesse, l'épouse de Dúlin, qu'on retrouvera aussi en saison 2 a priori, c'est l'actrice qui chante elle-même. Elle est excellente. Les gens vont nous chier dans la colle parce que on a une noire qui est naine, mais c'est une des meilleures. Elle est excellente, quoi. Donc, et comme tu parlais de Arondir, pour moi, c'est le meilleur elfe. J'adore Galadriel, mais par ailleurs, Arondir, c'est vraiment c'est l'elfe par excellence, quoi. La dignité. L'acteur excellent. Je dis, mais le mec, il avait rêvé depuis son enfance d'être un elfe. Mais heureusement de jouer un elfe, quoi. Heureusement qu'ils lui ont donné ce rôle. Ça aurait été une perte. Ça aurait été vraiment une perte. Et heureusement qu'on s'arrête pas au demeuré qui dit non, les elfes il faut qu'ils soient tous blancs, sinon c'est une trahison. Ouais, bien sûr, effectivement il y a tout un tas de personnages et tout un tas d'acteurs qui sont comme on le disait au début quand les gens ont jugé en effet le casting médiocre, c'était le mot clairement qui était utilisé, et qu'on voit tout ce qu'ils sont capables de délivrer, l'émotion qu'on a quand même à beaucoup de moments dans la série et à différents endroits, évidemment, notamment chez les Pieds Velus, tu l'as dit, c'est pour moi en effet le cœur de la série. C'est un grand classique. Même quand on a vu juste les films, en effet, les Hobbits, c'est les bons sentiments, c'est le courage, c'est l'entraide. Bon, là, on est là-dedans avec les Pieds Velus, et les actrices sont excellentes, notamment, l'actrice principale, donc, qui joue Eleanor, donc, Markella Kavanagh, qui qui fait le taf d'une excellente manière, et moi j'ai hâte de voir son voyage aussi avec le personnage de l'étranger, ce personnage de magicien aussi, dont on va aussi découvrir un peu plus en saison 2, mais c'est tellement ludique en fait ce qui se passe chez les Pieds Velus, tu l'as dit, en termes de développement, de design entre guillemets, de leur habitation et tout ça. Ils sont à la fois complètement cachés dans leur environnement et en même temps comme ça sous une forme un petit peu de caravane mobile. Enfin, c'est hyper malin, c'est hyper sympa à découvrir et à voir. Et tous les acteurs sont il y a un côté ludique, encore une fois, c'est vraiment le mot qui ressort, et très émouvant aussi par ailleurs. Donc
Encore une fois, moi, si je devais un petit peu résumer, et puis parce qu'on va commencer tranquillement à se diriger vers la fin de ce podcast, mais je m'étais déjà fait cette réflexion à l'époque et je me la refais avec ce deuxième visionnage. En fait, moi, pour l'anecdote, je viens de Bayeux, en Normandie. Je sais pas si cette ville vous parle. Elle a été notamment célèbre parce que on peut y visiter la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de la reine Mathilde, qui raconte une tapisserie comme ça très grande, quasi 70 mètres en horizontal, qui raconte donc la conquête de Guillaume le Conquérant, la conquête de l'Angleterre en partant de la Normandie et en direction de l'Angleterre, qui est une pièce qui est quand même assez unique. Pour moi, c'est ça en fait, les anneaux de pouvoir à ce stade. À l'inverse, par exemple, d'un univers à la Game of Thrones, par exemple, où on est sur plutôt des intrigues de cour et quelque chose de très violent, de très crasse, ou à l'inverse d'un The Witcher qui a un peu le cul entre deux chaises, mais qui serait peut-être quelque chose d'un petit peu plus divertissant, un petit peu plus pop quelque part. Les anneaux de pouvoir, pour moi, c'est vraiment une fresque, c'est une épopée. Et c'est quelque chose, certes, qui est quelque part assez linéaire, malgré le fait qu'il y ait plusieurs arcs scénaristiques, mais que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment vu comme quelque chose de très illustré, encore une fois, comme vraiment une épopée de personnages que l'on va suivre comme ça dans un élan, sans forcément rentrer dans tous les détails des petites choses. Et c'est en ça que je pardonne facilement certaines facilités scénaristiques, c'est que c'est pas ça l'important quelque part, c'est la grande histoire. On est en train de nous raconter une grande histoire avec les anneaux de pouvoir, avec ces personnages qui sont mélangés dans cette grande histoire, mais finalement une grande histoire qui a aussi besoin d'avancer, et voilà quoi. Donc en ça, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut attendre de la série, et si c'est ça qu'on va chercher, et si c'est un dépaysement, et si c'est une fantaisie quelque part assez classique avec ses races, ses cultures, ses paysages, personnellement j'estime que personne aujourd'hui peut s'asseoir à la table des anneaux de pouvoir. C'est pas la roue du temps, que j'apprécie par ailleurs aussi, ou comme je l'ai dit The Witcher, qui peuvent rivaliser le moindre du monde avec une série comme de ce point de vue de la représentation d'un imaginaire, hein, encore une fois, avec les anneaux de pouvoir. Et si c'est ça que vous cherchez dans la fantasy, vous ne pouvez qu'aimer cette série, parce que c'est ça qu'elle nous offre, et elle le fait vraiment, je trouve, voilà quoi, excellemment bien. Je sais pas si t'as un petit mot de conclusion un peu récapitulatif de ton avis là-dessus avant qu'on passe à la fin de ce podcast. Peut-être que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, même si elle a tellement été descendue la série que quelquefois je me dis j'ai dû rater quelque chose pour l'apprécier autant, même si encore une fois, enfin, je pense qu'en termes d'écriture, notamment de dialogue et de niveau global, même si sur l'interprétation ça se discute, mais les dialogues et certaines interprétations et certains choix de réalisation d'intérieur sont quand même au moins aussi bons et souvent meilleurs dans House of the Dragon que dans Les Anneaux de Pouvoir pour moi. Mais comme tu le soulignes, on a des styles très différents et ça se complémente bien, et où on peut trouver son compte ou dans l'un ou dans l'autre selon le type de style de fantasy auquel on va être plus sensible. Moi, les deux me plaisent beaucoup, à vrai dire, et on sent, c'est là où on voit quand même ce sont de bonnes adaptations. C'est à quel point Tolkien et J.R.R. Martin, c'est excessivement différent. J.R.R. Martin s'en est jamais caché. Lui, enfin, ce qui l'intéressait, c'est pas du réalisme, mais c'est de mettre vraiment le comportement, la cruauté de l'histoire dans le comportement des gens, même si dans certains moments, Tolkien, quelquefois, Silmarillion, c'est quand même des tas de massacres et de trucs terribles, et aussi quand même quelques trahisons et tout, donc c'est loin d'être des petites fleurs dans un champ et tout va bien en terre du milieu, c'est pas du tout ça, mais voilà, ces deux approches entre de la grim fantasy et de la, je sais pas, de la light ou high fantasy, il y a plein de termes différents. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une proposition intéressante, injustement boudée, par certains en tout cas. Moi, je m'ennuie pas du tout en regardant cette série, en revoyant la première saison. Donc, peut-être redonner-lui une chance pour si vous avez abandonné en cours de route, j'en sais rien, pour telle ou telle raison. Redonner une chance à la première saison en regardant tous les épisodes à la suite, au rythme qui vous convient. Je pense que ça vaut vraiment le coup de
D'autant plus que la saison 2 arrive et qu'on aura peut-être c'est sûr qu'on aura des éléments en plus sur Sauron, comment il est arrivé là, ce qu'on pourrait considérer comme des trous scénaristiques. Attention, ne jugez pas trop vite parce qu'ils ont un plan déjà prédéfini sur 5 saisons, les showrunners, ils l'ont dit depuis le début. Ils ont une histoire établie sur les grandes lignes sur 5 saisons. Et on aura des explications sur pourquoi Sauron est devenu Halbrand, etc. a priori en saison 2. Donc allez-y, comme ça vous pourrez enchaîner les 2 saisons et ça pourrait être une expérience étonnamment cool en tant que spectateur, spectatrice. Vous pourriez apprécier, ça serait Attention. incroyable. Très bien, merci Sylvain. Avant de conclure cette watchlist, je me tourne vers toi pour te demander quelle est l'actualité de tes chaînes. C'est quoi un petit peu les prochaines choses qu'on va pouvoir y retrouver? Là, j'ai terminé, forcément, vu que c'est le jour même que je sors, j'ai terminé la couverture de House of the Dragon saison 2. Donc tout est dispo sur Captain Popcorn. Je sais pas s'il y aura une vidéo récap d'ensemble de la saison à voir. Là, a priori, comme c'était un mois assez intensif, notamment sur juillet, je pense que je vais me reposer un peu. Je reviendrai au plus tard pour mi-août, là, puisqu'on a Alien Romulus qui arrive et qui a l'air visuellement super sympa. Donc j'ai hâte de découvrir ce film qui revient aux origines horreur de Alien. Et puis ensuite, de toute façon, le 29, ça arrive toujours plus vite que ce qu'on croit. Donc le 29, malheureusement, je dis malheureusement, a priori avec 3 épisodes dès le jour de la sortie, ce que je trouve trop, j'aurais préféré qu'ils se contentent de 2, mais 3 épisodes sur 8 dès le 29 apparemment pour les Anneaux de Pouvoir saison 2. Donc outre en tant que spectateur, je trouve que c'est un peu trop, mais en tant que critique, analyste, c'est l'enfer. Surtout que c'est souvent des gros épisodes, 1 heure plus, quoi, donc... Ouais, ça va être l'enfer à couvrir ça pour tenter de sortir la vidéo sur le jour même, quand, comme moi, on fait pas mal de recherches, qu'on écrit, on fait quelque chose, enfin, j'essaie de faire quelque chose c'est pas que j'essaie, c'est très écrit, bien écrit, j'en sais rien, en tout cas, c'est très écrit ce que je fais, donc, c'est pas, je prends quelques notes, je vais même devant la caméra et je balance ce que j'en ai pensé, donc ça va être compliqué, mais voilà, et puis pour ce qui est la chaîne jeu de rôle, pour l'instant, il n'y a pas de retour prévu en Terre du Milieu, même si le jeu de rôle vous intéresse, si le Silmarillion, l'âge des arbres, Premier Âge, tout ça, ça vous intéresse. Il y a une campagne complète avec plusieurs histoires, mais avec vraiment un début, une fin, avec une table que j'ai trouvé vraiment super. Mes joueurs habituels. Avec Presea qui nous avait rejoint aussi sur cette campagne, donc campagne de jeu de rôle sur Captain Jeu de rôle en Terre du Milieu avec le système l'anneau unique, un très bon système. Et puis sans doute à la rentrée, j'ai pas encore de date, mais je vais reprendre l'aventure dans mon propre univers, les terres profanes. Ouais. Voilà pour l'actualité. Ok, super. Et ben écoute, on suivra ça évidemment avec plaisir et attention. Moi, je suis toujours très client de tes vidéos d'analyse et de décortiquage des épisodes au fil de l'eau. Ça permet toujours, comme moi, si vous êtes comme moi et que vous connaissez mal le lore de certaines franchises, c'est toujours un super compagnon pour post-épisode tes vidéos. Donc j'ai hâte. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Je l'avoue, je le confesse ici, j'ai pas regardé ta vidéo qui décortique la bande-annonce de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir encore, parce que j'ai peur, quelque part, d'apprendre trop de choses. Et peut-être que je préviens dans l'intro de cette vidéo que, attention, on peut faire beaucoup, parce qu'ils ont fait une bande-annonce très généreuse. Ouais. Très, elle fait 3 minutes plus, je crois. J'ai pas regardé non plus, d'ailleurs, ouais. Franchement, dans ce cas-là, ouais, peut-être que tu apprendras peut-être trop de choses. C'est pour ceux qui craignent pas trop les spoilers ou qui connaissent déjà très très bien, le lore, tout ça. Mais on peut déduire énormément de choses sur le déroulement de la saison dans cette vidéo. Mais merci en tout cas. C'est vrai que j'essaie toujours, sur la première saison, j'avais essayé toujours quand j'ai dit que quand les épisodes me plaisaient pas, je l'avais dit, on m'invente des trucs par rapport sur la série, mais j'avais dit qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, mais j'avais essayé de vraiment être beaucoup sur l'analyse et sur l'enrichissement de l'expérience en donnant des éléments d'univers, puisque c'était tellement riche, ça s'y prêtait tellement que moi c'est ce que j'avais envie de faire plutôt que de la critique pure et dure.
Et donc voilà. Et je donne pas de traitement de faveur à cette saison Les Anneaux de Pouvoir. Je donne vraiment mon avis sincère, comme pour House of Dragon que j'adore aussi, mais qui a ses défauts. Donc voilà. C'était le dernier petit point de précision parce qu'il y a 3 personnes qui me reprochent sur Internet d'être biaisé pour Les Anneaux de Pouvoir, Oui. mais c'est voilà. De toute façon, aujourd'hui, c'est compliqué effectivement de valoriser ou non une œuvre quand elle est un peu décriée et sans paraître pour en effet soit l'original du groupe, soit la personne qui en effet peut-être va toucher de l'argent de je ne sais qui. Enfin bref, la plupart des gens ici en podcast ou sur YouTube le font par passion, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, on suivra en tout cas et je suivrai personnellement en tout cas tes vidéos avec grand plaisir. C'est la fin de cette watchlist. Une belle watchlist, encore une fois, consacrée aux Anneaux de Pouvoir, à sa saison 1, en attendant donc la saison 2. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. Comme d'habitude, voilà, c'est la meilleure manière de nous soutenir toujours aujourd'hui. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! Salut tout le monde! Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.